militantisme derrière le livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant le livre d'ailleurs, parce que le livre, c'est un livre de militants, mais c'est comment il a été accueilli dans l'espace médiatique, notamment par ce cher Jean-Michel Apathy, qui effectivement... un tableau affreux de la France. Et oui, qui n'a pas expliqué qui avait écrit ce livre, comment il avait été écrit, etc. Alors, peut-être que les uns et les autres ne connaissent pas ce dont on parle. On va voir le sujet de Michael Dos Santos. C'est donc un livre qui est sorti, Le militantisme, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Et c'est un livre à charge, bien sûr, sur une France qui, une nouvelle fois... islamophobe. Exactement, serait montrée comme raciste, etc. Simplement, celui qui écrit ça, il est proche des frères musulmans. Donc, effectivement, mais moi, je ne lui reproche pas ça. Je reproche que lorsqu'on présente le livre, on ne le lise pas. Écoutez le sujet, d'où parles-tu? Exactement, comme disent les marxistes. Michael Dos Santos. Il s'appelle Mourad, Ilad ou encore Samira. Tous sont français, musulmans et seraient détenteurs, pour plus de la moitié d'entre eux, d'un bac+5. Tous auraient décidé de s'expatrier, stigmatisés à cause de leur religion ou encore discriminés à l'emploi. C'est le cas d'Adel, aujourd'hui directeur financier à l'étranger. En France, j'ai envoyé 70 CV, personne ne m'a répondu. J'ai passé la frontière au Luxembourg, j'ai déposé 3 CV et j'ai eu 3 entretiens. Les 3 auteurs de La France, tu l'aimes, mais tu la quittes affirment que 68% des personnes interrogées attribuent leur départ à l'islamophobie. Ce constat se base sur 0 données de l'INSEE, uniquement 139 entretiens et un questionnaire posé à plus de 1000 personnes, sélectionné sur la base d'un appel à témoins publié sur Mediapart. Une méthodologie remise en question par cet anthropologue. Julien Talpin, Olivier Estève et leurs consoeurs ont décidé donc de mobiliser les réseaux du collectif contre l'islamophobie, des individus qui sont convaincus d'être finalement des victimes. Qui veut partir, les mecs? Y a-t-il des musulmans qui veulent quitter la France? La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Qui a envie de partir? Qui a envie de partir? Victimes de l'islamophobie. L'impartialité de 2 des auteurs laisse... Mais les gars, vous savez que si par exemple j'étais musulman, moi je ne serais pas parti de la France pour motif d'islamophobie. Moi je partirais de la France pour un déclin, genre le déclin d'un grand pays du temps de je ne sais pas quel, du temps de Chirac ou j'en sais rien moi. Le temps où la France elle brillait de mille feux. La France qui brillait avant l'arrivée des médias à charge, les médias d'opinion, les médias où l'ajout verbale... Bon, moi j'aime bien la joute verbale, t'as capté, mais quand c'est de la mauvaise joute verbale, on n'aime pas trop ça, quoi. Genre, moi je serais pas parti pour islamophobie, hein, je serais parti pour un autre motif que j'ai cité tout à l'heure, genre, il y a trop de problèmes, ben oui, il y a trop de problèmes. Rien que le pouvoir d'achat, c'est un motif qui peut inciter les gens, et même les jeunes, à partir. Donc, excusez-moi, hein. Oula, on a un utilisateur suspect qui s'est fait ban. Je comprends pas pourquoi les musulmans veulent pas vivre dans un pays musulman, ce serait tellement plus simple pour eux. Allez, nique ta mère, toi, ça y est, chef, c'est bon. Serait-elle aussi à désirer? Olivier Estève était membre du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous en 2020 pour sa proximité avec l'islamisme radical. Pourquoi tu pars pas? Moi, pourquoi je ne pars pas? Alors moi, je pars pas encore. J'attends de voir la perspective de 2027. Je ne sais pas encore mon avenir. Vous savez, les gars, mon avenir, je suis streamer, j'ai juste besoin de la fibre et de ramener mon matériel pour partir. Hein. Je peux partir n'importe où. Sauf dans les pays à évasion fiscale. Évidemment, on va éviter, s'il vous plaît, quand même. Mais vraiment, les gars, j'attends de voir 2027 en vrai. Hein. Ça fait un moment que la décision me nourrit et que je l'ai déjà dit plusieurs fois en stream. Mais j'attends de voir 2027, moi. Eh oui. Radical. Julien Talpin a également collaboré avec l'association Alliance Citoyenne. Une association qui a beaucoup milité pour le Burkini et disons l'expression religieuse islamiste dans l'espace public. Depuis sa sortie, les auteurs ont reçu le soutien des musulmans de France, mouvement lié aux frères musulmans. Je vous propose d'écouter, parce que souvent on parle Jean-Michel de Apathy, on va médiatique écouter. ici. Je le répète, chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut. Mais le travail du journaliste, c'est de mettre en perspective ça, de donner ces informations à l'auditeur ou au téléspectateur, de telle sorte qu'il sache qui parle, ce qui se dit rarement sur les plateaux, et notamment du service public. Écoutez par exemple ce que disait M. Apathy, et cette fois-ci c'était sur TMC.
Tu nous parles des Français musulmans. Et je vous en parle à partir de ce livre qui est dans toutes les librairies et que je vous conseille d'aller acheter. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Alors c'est le détournement d'un slogan du Front National. Mais non, la France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Voilà, pardon, excusez-moi. Le slogan du Rassemblement National, c'était justement la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ou tu la quittes. Et Nicolas Sarkozy, à une reprise au moins, il l'a démenti plus tard, avait lui aussi utilisé la formule la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais là, c'est la France. Tu l'aimes, mais tu la quittes. Les trois auteurs, Olivier Estève, Alice Picard et Julien Talpin, sont trois universitaires qui, entre 2011 et 2023, cette durée dit le sérieux du travail, ont interrogé des Français musulmans, 150 à peu près, sur leur expérience personnelle. Les personnes interrogées ont des points communs, issus d'une famille musulmane, eux-mêmes nés en France, certains arrivés en France très tôt, 2 ans, 3 ans, tous ont un parcours scolaire exemplaire, diplômés, tous ne sont pas des pratiquants de l'islam, mais tous ne sont pas parvenus à trouver leur place dans la société française. Alors, monsieur Apathy, il est malhonnête, première solution. Wesh. Ah ouais, direct comme ça. Ah ouais. Deuxième solution. Non mais je vous pose la question, non, parce que c'est pas trois universitaires. Je pose juste la question. J'aimerais juste lui répondre une chose. À chaque fois, il dit ça, ce bâtard. À chaque fois, il dit je pose les questions. Je suis là pour débattre. Je me pose la question. Mais derrière, il le traite d'ignare quand même. Hein. À monsieur Apathy. 323 000. C'est le nombre de titres séjour qu'a donné la France en 2023. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui viennent en France, qu'il y a des gens qui repartent parce qu'ils la détestent. Il faudrait un peu remettre les choses en perspective. La France est un pays où tous les pays, où tous les ressortissants des pays du Sud global veulent aller. Donc beaucoup sont musulmans. Et on en accueille, à mon avis, un peu trop d'ailleurs, chaque année, énormément. Donc il faudrait quand même remettre les choses en perspective. Il y a une Oula, on en accueille un peu trop, wesh. centaine de témoignages dans ce livre. La réalité, c'est plutôt des gens qui veulent venir en France pour trouver un bon niveau de vie, pour trouver une société libre, où on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'ailleurs de critiquer et de se plaindre. C'est ça la France. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de la propagande. C'est quoi quotidien ? C'est de la propagande. Pourquoi est-ce qu'on présente les choses comme ça ? Pourquoi on dit 3 universités ? Le sérieux, dit-il, du travail. C'est pas du sérieux, c'est du militantisme. Alors moi, je m'interroge. Et vous voyez, avant, ça serait passé comme une lettre à la poste. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus le monopole du récit. Il ne peut plus nous expliquer que Maurice Ravel, au lycée Maurice Ravel, il ne s'est rien passé, l'État a fait son job. Patrick Cohen ne peut plus nous expliquer qu'à Crépol, pareil, il ne s'est rien passé, c'était 2 bandes qui sont Mais choquées. je m'étonne, je le dis toujours, que la chaîne de Martin Bouygues tolère ce genre de choses. Je ne peux pas vous dire autre chose. En revanche... C'est vraiment un clash entre le groupe Canal+, le groupe Canal et TF1, là, c'est pas possible. On est où là ? C'est un clash indirect là. On est avec Thomas Hill et je le salue parce qu'il est sur Europe 1 et je lui dis bonjour. Thomas Hill, est-ce qu'il m'entend ? Thomas Hill, bonjour, c'est vendredi. Oui, je vous entends bien. J'espère que vous... nous, on rendra hommage tout à l'heure à Dalida, donc j'espère que vous rendrez hommage à Dalida, puisqu'elle est décédée le 3 mai 1987. J'ai textoté tout à l'heure avec Orlando, à qui je pense tendrement. Et si Dalida aujourd'hui est toujours présente, évidemment, c'est grâce au travail exceptionnel. Attends, mais il avait une question à poser ou quoi ? Ah non, bon, c'était court. Ok, bon, Guillaume, on va revenir sur Guillaume Meurice, les mecs. On va revenir sur Guillaume Meurice. Au licenciement. Alors, moi, je ne savais pas qu'il avait répété sa blague dimanche dernier. Il a récidivé. Voilà, ce qui en dit long sur le rapport qu'il a avec sa direction, parce que... Bah là, il a dû être agacé, Voilà, c'est une provocation. Il met dans l'embarras toute sa... Il a rebondi sur le classement sans suite, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas... S'il est viré, il va gagner au prud'homme, hein. Oui, mais bon, c'est pas très malin. Bon, alors il a dit... Ça va. Netanyahou, il a un prépuce de nazi ou je ne sais pas quoi là, ou nazi de prépucier, machin chouette. Ça va, il a fait une vanne, c'est bon. On peut plus rire de tout en France, hein. Effectivement, dimanche dernier, il y a des choses qu'on peut dire. Touchez pas la religion, touchez pas la religion. Est une sorte de nazi, mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il l'a dit, c'est bon. En référence au récent classement sans suite d'une plainte à son encontre l'accusant d'antisémitisme pour des propos similaires. Alors comme on imagine qu'il avait été reçu par Madame Sybille Veil, que ça ne s'était pas forcément bien passé, parce qu'il avait refusé de reconnaître son erreur, tu as toujours un rapport dans ces cas-là avec ta direction. Donc si effectivement tu es Madame Sybille Veil, pour le coup, tu dis il me prend pour un imbécile. Et tu lui... mais les gars, le traitement de Guillaume Meurice, ça rappelle tellement Dieudonné. Et encore là, c'est pas les spectacles, parce que les spectacles de Dieudonné ont été annulés parce que ça parle de antisémitisme, etc. Il a été chassé par Manuel Valls. Manuel Valls qui a tout fait pour interdire ses spectacles. Et plus tard, genre là, maintenant, Guillaume Meurice qui a fait sa blague, il a été relaxé par rapport à ça. Il a répété sa blague. Cette fois-ci, il a été suspendu par Radio France.
Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y aura aucune chaîne de télévision qui va accueillir Guillaume Meurice, les mecs. Hein. C'est fini, hein. T'as l'impression maintenant qu'ils ont fait une Dieudonné. Ils ont fait une sorte de Dieudonné, genre. C'est ouf, quand même. Et elle a raison. Dieudonné, il avait des propos explicitement antisémites. Aujourd'hui, Meurice est persécuté pour avoir critiqué un dirigeant étranger. Bon, évidemment, les gars, que Dieudonné et Guillaume Meurice, c'est pas trop la même chose. Mais la finalité, c'est que t'as le sentiment quand même que le sionisme contrôle en quelque sorte les blagues, les pensées des gens qui travaillent à la télévision. Bon, vous avez peut-être trouvé mon propos un peu complotiste, je peux le comprendre, mais quand tu vois Dieudonné, quand tu vois Guillaume Meurice, les mecs du show business qui ouvrent grand leur gueule, pour parler d'Israël, bah, les mecs, excusez-moi, c'est sous nos yeux, les mecs, hein, c'est littéralement sous nos yeux, c'est sous nos yeux. MDR, tu vas recevoir un procès. Les gars, je vais vous montrer un truc après. Juste après ce sujet, les gars, je vais vous montrer un truc. C'est une dinguerie ce qui va m'arriver. C'est une dinguerie. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Attendez. C'est preuve pour une fois d'autorité. Parlez pas de procès, les mecs. Parlez pas de procès. Quand même, voix discordante dans ce que vous dites. Catherine Rambert. C'est toujours un échec. Moi, Guillaume Meurice m'a jamais fait rire. Et sa blague, j'ai trouvé nullissime. Son humour sur Netanyahou, j'ai trouvé ça nul. Nonobstant ceci, c'est toujours un échec de virer un humoriste. C'est pas le premier, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Parce que ça veut dire qu'il y a un bon et un mauvais humour. Mais voilà, ça m'ennuie un petit peu. Hier, j'entendais sur votre plateau quelqu'un qui disait l'humour, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Ben non. Si on rentre là-dedans, on se met à définir ce qui fait rire ou ce qui fait moins rire. Exactement. Il n'y a rien de mieux pour un humoriste que ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'on aurait laissé glisser sa blague de fort mauvais goût, ratée, il n'y a tout ce qu'on veut, plus personne n'en parlerait aujourd'hui, il n'aurait même pas songé à la refaire. Comme on a pointé cette blague-là... Eugénie Bastier. Non, mais je suis plutôt d'accord avec vous. Non, mais moi, je suis je voudrais juste finir sur une chose. Oui, rappelez-vous, mais court. 2009, Stéphane Guillon, qui fait un billet sur Dominique Strauss-Kahn, qui est invité à la matinale de France Inter. Il dit « Planquez-vous les femmes dans les ascenseurs, DSK arrive ». Ça fait rire tout le monde. DSK arrive, ne trouve rien de mieux à dire que de s'offusquer de ce que dit Guillon. À l'époque, je vous rappelle, c'est de l'atteinte à la vie privée, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il aurait pu attaquer DSK. Eh bien, il a fait une pub inespérée à Stéphane Guillon, qui le remercie encore. Eugénie Bastier. Non, mais moi, j'ai un désaccord avec vous, c'est que je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec l'argent de tous. Et le problème de Guillaume Meurice, c'est qu'il est payé par nos impôts et le service public, je pense. Donc il faut. Il y a peut-être des gens. Mais ça veut dire que toutes les personnes qui sont payées par nos impôts, ils doivent contrôler leur humour. Il y a une police de la pensée humoristique parce qu'il est payé par nos impôts. C'est ridicule. C'est ridicule, genre. À qui l'a fait rire, à qui. D'accord, mais il a choqué aussi énormément de monde et il réitère. Et je pense que moi, ça me dérange absolument pas qu'il fasse ces blagues, s'il veut, à Charlie Hebdo, à Harakiri, à des médias privés, qui soient payés par les impôts de tous les Français. Oui, ça me dérange parce que le service public a un devoir de réserve. Et d'ailleurs, il devrait davantage cultiver et informer que chercher à faire ricaner. Non, parce que je suis pour le pluralisme. Mais l'humour, est-ce que les impôts des Français doivent servir à financer des humoristes? Je pose la question. Alors, moi, j'apporte encore une troisième. Ça va, wesh. Les gars, on en fait des tonnes pour une blague sur Netanyahou, les gars. On en fait des tonnes. Un débat sur Netanyahou juste pour une blague de con. Oh là là. Chose différente, parce que je suis un peu d'accord avec Madame Rambert. En vrai, les gars, la seule partie qui est un petit peu triste comme ça, parce que là, il a quand même pris une tempête de fou, Guillaume Meurice. C'est que, tu vois, là, il a été suspendu par Radio France, peut-être qu'il se fera licencier, mais le problème, c'est que c'est peut-être sa descente aux enfers. Genre, on sait pas s'il va réussir à rebondir, on sait pas s'il y aura des spectacles qui vont réussir à l'accueillir, on sait pas ce qu'il va devenir après. Pour une blague sur un dirigeant d'Israël, sa carrière peut être terminée, les gars. C'est triste quand même, hein. Pour une blague comme ça, ouais, c'est grave. Un peu d'accord avec vous, mais surtout s'il y avait... Va retourner faire du stand-up. S'il y avait l'équivalent d'un Guillaume Meurice à droite, j'aurais pas de souci. Mais évidemment qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, il n'est pas drôle, Guillaume Meurice, c'est bien son problème. Il ricane, c'est-à-dire que tu dis du mal des gens de droite et tu fais rire les gens là-dessus. Alors, il a dit qu'il y avait de la nuance dans un reportage de C-Médiatique devant Adèle Von Rett et ça n'a pas dû jouer en sa faveur. Il a dit on fait de l'humour de gauche, d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Voilà notre nuance. Oui, aussi. Enfin, moi, il me fait pas rire. Et après, il dit mais là, je suis plutôt d'accord avec vous, d'ailleurs. En fond, moi, je suis plutôt... la liberté d'expression totale partout, toujours. Mais c'est vrai que sur France Inter, ça va toujours dans le même sens. Il a mis dans l'embarras toute la station. Des gens entiers ont dû se justifier, qu'il recommence. C'est un manque, je suis désolée, de loyauté aussi. Alors ça, c'est ça qui me touche le plus. manque de loyauté. Vis-à-vis de sa direction, je trouve que...
Tu ne dois pas... Après, les gars, je vous pose la question. Le chat, je vous pose la question. Les gars, il a pas un peu abusé Guillaume Meurice? En vrai, le mec, il a été relaxé. Mais là, il a réitéré sa blague. Il a un peu abusé quand même, non? Genre, mon gars, fais-toi... Vous en pensez quoi? Mais pas du tout. Non, mais t'as pas l'impression... Alors, les gars, je vous explique mon propos. Je vous explique quand même mon propos parce que je vois, il y a beaucoup de noms. En fait, il a été relaxé pour la blague sur Netanyahou. Mais... Le problème, c'est qu'il défie la justice en recommençant sa blague, mais indirectement, il défie aussi sa chaîne, parce que ça met indirectement dans l'embarras Radio France. Je me dis, t'aurais pu un petit peu attendre. Attends un petit peu, que ça se tasse, tu viens d'être relaxé, mon gars. N'oublie pas que tu travailles aussi chez Radio France, attends un petit peu. Non, quand même. Ok, bon. Non, quand même, d'accord, bon, ben, très bien, les gars. Non, il a raison. Non, d'accord, ben, chacun son avis, Moi, je suis pas contre sa blague, les gars. Je suis même pas contre la répétition de sa blague. Mais j'ai l'impression que le timing, il était pas propice. Après, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave, chacun son avis. Soit t'es hors la loi, soit tu ne l'es pas. Non, mais évidemment, les gars, le fait qu'il ait répété la blague, il n'est toujours pas hors la loi. Hein. Là, on est d'accord là-dessus, les mecs. Mais moi, je parle du timing, genre le timing, parce que là... C'est pas... Évidemment, les gars, s'il va au prud'homme, il y a moyen qu'il gagne au prud'homme. Parce que là, il est suspendu par Radio France alors qu'il a été relaxé. Il a répété la blague. Il a pas... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a... Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'il a été irrespectueux pour avoir été suspendu. Il y a moyen qu'il se fasse des milliers, des millions d'euros au prud'homme. Mais moi, je pense que le timing de la blague... Je sais pas. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. Timing de quoi? Donc de là, c'est eux qui fixent le timing. Non, mais genre dans une... En fait, après, moi, le problème, c'est que j'ai trop une conscience professionnelle. Je me dis que, ok, il a fait une bêtise, mais sa bêtise-là, elle n'est pas illégale vu qu'il a été relaxé. Tu retrouves tes collègues, t'essaies un petit peu de te faire tout petit, même si t'es innocent. Tu sais, c'est le regard des gens qui est lancé sur toi, le regard des gens en mode ah, c'est Guillaume Meurice, il a fait une blague sur Netanyahou, etc. Faut qu'il se fasse un petit peu petit, genre. Mais il a recommencé, donc je me dis, ouais, le timing... Non mais, les gars, quand je vous dis bêtise, je ne dis pas... Enfin, comment je peux expliquer bêtise? En fait... c'est au niveau... Enfin, après, c'est plus au niveau de la morale, quoi. C'est au niveau bêtise en mode... Ça met la chaîne dans l'embarras, parce que vous savez qu'il y a une pression... une sorte de pression, je ne sais pas si je peux dire une pression sioniste, mais tu sais très bien que si tu fais une blague sur Israël... T'as CNews, t'as Twitter, t'as d'autres médias qui vont t'attraper la veste et ça met indirectement dans l'embarras tes collègues, Radio France, la directrice, etc. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous voyez pas ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave. Non, vous voyez pas ce que je veux dire. C'est pas grave. Là, j'ai cherché trop loin, j'ai trop une conscience professionnelle. Merci Alkali pour le sub. Merci mon gars. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, ça va alors, ça va. Jure, un nouveau sub. Je remets pas en cause, les gars, ce qu'il a fait, hein, je remets pas en cause. Évidemment, il peut faire sa blague, y a pas de problème. Mais moi, je parlais juste du timing. Mais vas-y, c'est pas grave. Parce que... Ok, il est pas en tort. Mais le problème, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, c'est que s'il est lâché par Radio France, il peut potentiellement être lâché par tout le show business. Genre, déjà, c'est sûr et certain que Canal+, ils vont pas aller recruter Guillaume Meurice, c'est impossible. Radio France... c'est fini, genre, parce qu'il va se faire virer. On sait pas comment ce mec-là va finir. Peut-être qu'il va être SDF, on n'en sait rien. Il va finir chez Leclerc. Mais moi, je parle juste de ça, les mecs. Hein. Je parle juste de ça. Mais après, c'est mon avis, les mecs. Hein. C'est mon avis. Ça va être le fou du métro. Putain. Ah, me semble-t-il, quand t'es un salarié, mettre en difficulté. Oui, les c'est pas. Il y a plein de gens qui travaillent avec lui. Enfin, bon frérot, c'est pas le stream de ton père. Encore une fois, c'est toujours pas le stream de ton père. Ton daron, il a disparu, c'est pas le stream de ton père. Encore une fois, ton daron, c'est pas le stream de ton père. Ton daron, il a disparu, il reviendra pas. Et là, ton daron, il est mort, il revient pas. Ta mère, t'es ban. C'est bon. C'est dinguerie, frère, de spammer. Il a spammé 6 fois, chef. Il a spammé de 20h20 à 20h24. Dis ta mère, The Bee. C'est une dinguerie, chef.
Je pense que c'est une question de loyauté, mais bon. Sans doute Ah, raison, ça y est, mais ouais. c'est un humoriste. Les humoristes, ce sont On des peut pas tous permettre. provocateurs. Mais si- Oui, enfin, c'est des provocateurs. Je suis désolée, oui. jamais, à toutes les époques. Mais vous connaissez la femme, Allez, vous Macron. connaissez la femme du chien et du loup? Le chien et le Calmez-vous, loup, si vous voulez mesdames. être libre, Ah, j'aime bien le chien et le loup. si vous voulez être libre, vous Oui. n'êtes pas attaché, mais vous êtes libre, mais vous n'êtes pas dépendant du service public, c'est Elle tout. a Voilà. raison. Il m'a jamais fait rire. S'il veut être un loup, qu'il gambade, mais qu'il ne soit pas payé par nos impôts. Décréter qu'il y a un bon, un mauvais Le chien et le loup. un- Le chien et le loup. Mais en gros, indirectement, la demoiselle, elle dit que des humoristes payés par nos impôts, ça ne devrait pas exister. En vrai, la question, elle peut se poser pourquoi? Parce que c'est vrai que si, par exemple, on a un humoriste d'extrême droite qui passe son temps à critiquer, par exemple, les religions, c'est payé par nos impôts, ça peut nous titiller, les gars. Hein. Ça peut nous titiller un petit peu quand même. C'est vrai que... Parce que là, on le voit à travers le prisme du gauchiste qu'on est. Mais si tu l'as sous le prisme de l'extrême droite, si l'humoriste il est d'extrême droite, il est payé par nos impôts, il fait des blagues par exemple sur l'islam, sur les catholiques, etc. Bon, je pense pas qu'il va toucher aux juifs. Gars, je suis à moitié d'accord avec la demoiselle Eugénie, mes couilles, hein. Enfin, franchement, excusez-moi. Hein. Merci frère Duche pour le sub. Jure, un nouveau sub. C'est vrai que la question peut se poser, les mecs. La question peut se poser. Est-ce que Marine Lançon peut me sortir la... Oui, mais c'est pas le sujet. Peut me sortir... Mais Akili aussi va gagner au Prud'homme. Bah on paye déjà Meher Habib. Après Meher Habib c'est pas la même chose les gars parce que lui il a été élu. Il y a des Français qui lui ont donné leur confiance à Monsieur Meher Habib, donc c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Entre un élu et un mec qui a été recruté, qui n'est pas sous mandat mais sous contrat, pas la même chose. Évidemment, mais vous avez raison. Parce que je suis bien plus choqué de ce qu'il faut à Jean-François Akili. Évidemment. Le classement sans suite du parquet, c'est pas un blanc-seing non plus. Le chien et le loup. C'est peut-être un classement en opportunité, s'agissant du mot. Ça ne veut pas dire que les propos n'étaient pas véritablement les quelque propos, part antisémites. Emmanuel Scandaleux Macron. qu'il était poursuivi pour ça. Ouais. Emmanuel Macron, si les Russes. Je crois que c'est en opportunité. Hein. Emmanuel Macron. D'accord alors. Et l'employeur a le droit de le virer. C'est pas deux choses différentes. Pardon. Oui. Quelle autorité naturelle. Ouais, mais là, franchement, la terreur par le silence, hein, on connaît ça. Hein. Vous avez inventé pas le concept. Hein. Regarde, tu là. J'ai jamais fait peur à personne. Je pense que- Même je à pense mes que- enfants, je leur faisais pas peur. Je pense parce Wesh, il aurait pu être insultant comme Cyril Hanouna, il est moins dictateur le Pascal Pro. qu'on devrait vous Quand je donner voulais directeur de monter Sciences le son, hop, tout de suite ils riaient. Ils avaient compris que c'est pas mon truc. Ah ouais?